Dès notre retour des courses, mes beaux-parents m'ont exigé, où est-ce que vous êtes allé? J'ai répondu, je suis allé chercher des vêtements pour ma fille. Alors, ma belle-mère a dit, montre-les-nous tout de suite. Quand j'ai ouvert le sac, elle les a tous saisis et les a jetés à la poubelle, en disant, ce n'est pas pour une fille moche. Ma fille a fondu en larmes. Quelques jours plus tard, lors d'un dîner de famille, nous avons vu les mêmes vêtements sur ma nièce, et c'est là que ma fille s'est mise à pleurer devant tout le monde. Maman, c'était à moi. Lorsque je les ai confrontés, ma belle-sœur a dit, tu as un problème avec ça? Avant que je puisse répondre, elle a attrapé le fer à repasser chaud sur le comptoir et l'a pressé sur ma bouche en disant, la prochaine fois, tu feras en sorte que ta fille la ferme. Je n'ai pas pleuré. À la place, voici ce que j'ai fait. 2 semaines plus tard, ils ont reçu une lettre et ont failli s'évanouir. Le parking du centre commercial avait le goût d'une petite victoire ce samedi après-midi. Ma fille, Mackenzie, âgée de seulement 7 ans, serrait 3 sacs de courses contre sa poitrine comme de précieux trésors. Ses yeux bruns pétillaient d'excitation devant la robe d'été lavande que nous avions trouvée en solde, la veste en jean avec des fleurs brodées, et la paire de baskets scintillantes qu'elle réclamait depuis le début de l'été. « Maman, est-ce que je peux mettre la robe demain ?» demanda-t-elle alors que nous nous dirigions vers la maison de mes beaux-parents, où mon mari Owen aidait son père à réparer la terrasse arrière. « Bien sûr, ma chérie. Tu es magnifique. » Le sourire sur son visage valait chaque dollar que j'avais soigneusement budgétisé. Mon travail d'hygiéniste dentaire ne me laissait pas beaucoup de marge pour les folies, mais Mackenzie était devenue trop grande pour presque tous ses vêtements. Elle méritait de se sentir jolie et confiante pour sa rentrée en CE2 dans quelques semaines. Les parents d'Owen, Ruth et Gary, vivaient dans une vaste maison coloniale de 2 étages dont sa mère ne manquait jamais de rappeler qu'elle leur avait coûté un demi-million de dollars. La façade blanche immaculée et la pelouse manucurée servaient de rappel constant du fossé de richesse qui nous séparait. La sœur de mon mari, Vanessa, et son mari, Todd Caldwell, vivaient à seulement 3 pâtés de maison dans une maison tout aussi impressionnante, leur fille, Felicity, profitant de tous les avantages que l'argent pouvait offrir. Je me suis garée dans l'allée circulaire et j'ai immédiatement remarqué le SUV noir de Vanessa près du garage. Mon estomac s'est noué. Les réunions de famille me mettaient toujours sur les nerfs, même si j'essayais de ne pas laisser Mackenzie voir mon malaise. Elle a bondi hors de la voiture, son sac de course se balançant à son petit bras. Ruth a ouvert la porte d'entrée avant même que nous n'atteignions les marches. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés, pas une mèche ne dépassait malgré l'humidité d'eau. Son regard critique nous a balayés toutes les deux. « Où est-ce que vous êtes allés ?» La question ressemblait plus à une accusation qu'à une curiosité anodine. Je suis allée chercher des vêtements pour ma fille. J'ai gardé une voix enjouée, espérant dévier ce qui allait suivre. Montre-les-nous tout de suite. L'ordre de Ruth figea Mackenzie à mi-chemin dans l'embrasure de la porte. Ma fille leva les yeux vers moi, la confusion assombrissant son excitation précédente. J'ai forcé un sourire et hoché la tête, suivant Ruth dans le salon spacieux où Vanessa se prélassait sur le canapé en cuir, consultant son téléphone. Gary était assis dans son fauteuil à lire le journal, tandis qu'Owen travaillait dehors, ignorant ce qui se déroulait à l'intérieur. « Vas-y, ouvre les sacs », ordonna Ruth, se positionnant entre moi et le couloir comme un garde bloquant une issue de secours. Mackenzie posa les sacs sur la table basse et sortit délicatement la robe lavande en premier. Le tissu doux était orné de minuscules fleurs blanches le long de l'ourlet, et elle avait tournoyé devant le miroir de la cabine d'essayage pendant 5 bonnes minutes lorsque nous l'avions essayé. La main de Ruth jaillit plus vite que je ne pus comprendre ce qui se passait. Elle a arraché la robe des mains de Mackenzie, a saisi les autres sacs et a tout vidé sur le sol. La veste en jean atterrit en tas. Les baskets roulèrent sur le parquet, et les autres articles s'éparpillèrent à nos pieds. Ce n'est pas pour une fille moche. La voix de Ruth suintait le venin alors qu'elle ramassait chaque vêtement et se dirigeait vers la cuisine. Le visage de Mackenzie se décomposa. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle regardait sa grand-mère tout jeter dans la grande poubelle, enfonçant les articles sous le marc de café et les épluchures de légumes des préparatifs du dîner. Le bruit métallique du couvercle qui se refermait sonna comme une porte claquant sur quelque chose de précieux. « Ruth,
Qu'est-ce que tu fiches, bon sang? J'ai avancé vers la cuisine, mais Vanessa s'est levée, me barrant le chemin. Ma mère peut faire ce qu'elle veut chez elle. Peut-être que si tu achetais des articles de meilleure qualité au lieu de cochonneries de fin de série, elle ne serait pas si offensée. Mackenzie sanglotait plus fort, son petit corps secoué de spasmes. Je l'ai serré contre moi, lui caressant les cheveux tandis que la rage montait dans ma poitrine comme la pression dans un volcan. Gary n'a pas levé les yeux de son journal. Vanessa est retournée à son téléphone. Ruth se lavait les mains à l'évier comme si toucher les vêtements de ma fille l'avait contaminée. Owen est finalement rentré par la porte de derrière, essuyant la sueur de son front avec une serviette. Son sourire s'est effacé en voyant Mackenzie pleurer contre mon épaule. Qu'est-ce qui s'est passé? Ta mère a jeté tous les nouveaux vêtements de Mackenzie et l'a traité de moche. J'ai observé attentivement son visage, attendant de voir quel camp il choisirait. Ruth se retourna de l'évier, son expression se mua en une innocence blessée. Je n'ai rien fait de tel. J'ai simplement suggéré que les enfants n'ont pas besoin de vêtements de marque coûteux à un si jeune âge. Elle est trop dramatique et apprend à Mackenzie à être ingrate. Il n'était ni cher ni de marque, dis-je doucement, en maintenant le contact visuel avec mon mari. Il venait de chez Target et Marshall. Elle porte les 5 mêmes tenues tout l'été parce qu'elle a grandi de 8 cm depuis avril. Owen regarda sa mère, puis moi, le conflit visible dans ses yeux. Finalement, il soupira. Maman, s'était déplacée. C'était les affaires de Mackenzie. N'ose pas prendre son parti contre ta propre mère, lança Ruth. Nous t'avons tout donné. Payer tes études. Aider pour la compte de ta maison. Montre un peu de gratitude. Le rappel de leur levier financier flottait dans l'air comme de la fumée. La mâchoire d'Owen se serra, mais il ne dit rien de plus. J'ai pris Mackenzie et je suis sortie jusqu'à la voiture, laissant mon mari rentrer par ses propres moyens. Les jours suivants se passèrent dans un silence tendu. Owen essaya de s'excuser au nom de sa mère, suggérant que nous oublions toutes les passions à autre chose. Mackenzie me demandait si nous pouvions récupérer ses vêtements, et à chaque fois, je devais lui expliquer qu'ils étaient partis. La lumière dans ses yeux s'est un peu plus estompée à chaque explication. Jeudi soir, Vanessa a appelé pour nous inviter à un dîner de famille le samedi. Ruth avait apparemment décidé d'arranger les choses avec son célèbre rôti et sa tarte aux pommes maison. Owen a accepté avant que je puisse exprimer mes objections. Le samedi arriva trop vite. J'ai habillé Mackenzie avec un de ses vieux t-shirts qui commençait à laisser voir ses poignets et un short qu'elle avait emporté que la couleur s'était estompée en un fantôme de son bleu marine original. Owen ne fit aucun commentaire sur sa tenue, bien qu'un éclair de culpabilité traversa son visage lorsqu'elle monta sur la banquette arrière. La table de la salle à manger de Ruth pouvait accueillir confortablement 12 personnes. Elle avait sorti la belle porcelaine, les verres en cristal captant la lumière du lustre au-dessus. Vanessa et Todd arrivèrent avec Felicity, qui portait une robe d'été qui me coupa le souffle, un tissu lavande avec de minuscules fleurs blanches le long de l'ourlet et une petite poche sur le côté. La nouvelle robe de Mackenzie. Ma fille l'a vue au même moment que moi. Sa fourchette heurta son assiette dans un bruit sec, tranchant dans le silence soudain. Des larmes emplirent ses yeux alors qu'elle fixait sa cousine qui tournoyait pour montrer sa robe. Maman, c'était à moi. La voix de Mackenzie était brisée par la trahison et la douleur. Tout le monde se figea. Ruth posa la cuillère de service qu'elle tenait. Gary leva enfin les yeux de son assiette. Todd se tortilla mal à l'aise sur sa chaise. L'expression de Vanessa se durcit en quelque chose de froid et de défensif. Mackenzie, ma chérie. Je suis sûre que c'est juste une robe similaire, dit faiblement Owen, même si nous savions tous la vérité. C'est exactement la même. Elle a même une petite tache près de la poche où j'ai fait tomber de la glace dans le magasin. Mackenzie pointa un doigt tremblant vers une petite tache brune que j'avais essayé de faire partir avant que Ruth ne la jette. Je me suis levée lentement, posant ma serviette sur la table avec un soin délibéré. Ruth, as-tu sorti les vêtements de ma fille de la poubelle pour les donner à Felicity? Ils étaient dans les ordures, ce qui signifie qu'ils étaient jetés. Ce que je fais des objets dans ma propre poubelle ne regarde que moi.
Le menton de Ruth se leva avec défi. Vanessa se recula de la table, se levant pour me faire face de l'autre côté du rôti et de la purée de pommes de terre. Tu as un problème avec ça? Oui, j'ai un problème avec le fait que vous voliez une enfant de 7 ans pour ensuite le parader devant elle comme une sorte de trophée. De toute façon, ses vêtements sont gâchés sur elle. Regarde-la. Elle n'a rien de spécial. Felicity, elle, a le potentiel de devenir quelqu'un. Elle mérite de belles choses. Les mots flottaient entre nous comme un gaz toxique. Les sanglots de Mackenzie s'intensifièrent. Owen se leva enfin, mais avant qu'il ne puisse parler, Vanessa se dirigea vers le comptoir de la cuisine où Ruth avait repassé des nappes plus tôt dans la journée. Le fer était toujours branché, de la vapeur s'échappant de sa surface métallique. Tout s'est passé au ralenti et à la vitesse de l'éclair en même temps. Vanessa a attrapé le fer par la poignée, le visage tordu de rage. Elle a comblé la distance entre nous avant que quiconque puisse réagir. Avant que je puisse répondre, elle a attrapé le fer à repasser chaud sur le comptoir et l'a pressé sur ma bouche, en disant « La prochaine fois, tu feras en sorte que ta fille la ferme. » Une agonie brûlante explosa sur mes lèvres et mon menton. L'odeur de la chair brûlée emplit mes narines. J'ai reculé en trébuchant, heurtant une chaise. La douleur était si intense que je ne pouvais pas crier. Ma vision devint blanche sur les bords. Les cris de Mackenzie percèrent le rugissement dans mes oreilles. Owen a crié quelque chose, mais les mots étaient étouffés, lointains. Mes mains tremblaient en touchant mon visage, sentant la peau boursouflée et cloquer là où le fer avait touché. Vanessa se tenait là, le fer à la main comme une arme, la poitrine haletante. Peut-être que maintenant tu réfléchiras à 2 fois avant de causer des problèmes dans cette famille. Ruth ne bougea pas pour m'aider. Gary resta figé sur sa chaise. Todd attrapa Felicity et la fit sortir de la pièce. Owen m'atteignit enfin, ses mains planant au-dessus de mes épaules comme s'il avait peur de me toucher. Je n'ai pas pleuré. Les larmes ne venaient pas, piégées derrière un mur de choc et de rage qui se cristallisait rapidement en quelque chose de plus dur et de plus tranchant que le diamant. À travers le brouillard de la douleur, la clarté émergea. Ces gens ne changeraient jamais. Ils continueraient à nous abuser et à nous humilier tant que nous le permettrions. Owen, emmène Mackenzie à la voiture. Ma voix semblait étrange, déformée par mes lèvres enflées. On doit t'emmener à l'hôpital, dit-il. La voiture. Maintenant. Il a pris notre fille, qui sanglotait toujours, et a quitté la salle à manger. Je me tenais seule face à mes beaux-parents et à Vanessa, qui avait finalement posé le fer. Vous allez tous le regretter, dis-je clairement malgré la douleur. Chacun d'entre vous. Ruth a ri. Littéralement ri. C'est une menace? Qu'est-ce que tu crois pouvoir nous faire, exactement? Je n'ai pas répondu. J'ai quitté cette maison la tête haute, le goût du sang et de la chair brûlée dans la bouche, planifiant déjà mes prochains coups. Le médecin des urgences a tout consigné, de profondes brûlures au second degré sur ma lèvre inférieure, mon menton et une partie de ma joue gauche, du genre qui laisserait des cicatrices permanentes. L'infirmière a pris des photos sous plusieurs angles. Lorsque l'officier de police est arrivé pour prendre ma déposition, j'ai fourni chaque détail avec une froide précision. Agression avec une arme mortelle. J'ai porté plainte sans hésitation. Owen a essayé de me convaincre de reconsidérer ma décision pendant le trajet du retour. Elle ne le pensait pas. Elle a juste perdu son sang-froid. Si tu portes plainte, ça va déchirer la famille. La famille est déjà déchirée. Ils le cachent juste mieux que la plupart des gens. Mes parents ne te le pardonneront jamais. Bien. Je ne veux pas de leur pardon. Je veux qu'ils subissent les conséquences pour une fois dans leur vie de privilégiés. Le trajet semblait interminable. Mackenzie s'était endormie en pleurant sur la banquette arrière, son petit corps recroquevillé contre la portière. Chaque fois que nous passions sur une bosse, la douleur me traversait le visage comme de l'électricité. Les jointures d'Owen étaient blanches sur le volant. Sa mâchoire était si serrée que je pouvais entendre ses dents grincer. Tu sais ce qui est le pire, dis-je, mes mots légèrement empâtés par l'enflure. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont cruels avec elle. C'est juste la première fois qu'ils laissent des preuves physiques.
Owen m'a jeté un regard, puis est retourné à la route. Qu'est-ce que tu veux dire? Thanksgiving dernier, quand tu étais dehors avec ton père à regarder le football, Ruth a dit à Mackenzie qu'elle ne serait jamais aussi jolie que Felicity parce qu'elle avait mes gènes au lieu d'une bonne lignée. Mackenzie n'avait que 5 ans, Owen. 5. Ses mains se resserrèrent encore plus sur le volant. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je te l'ai dit. Tu as dit que ta mère était juste d'une autre génération et ne le pensais pas à mal. Tu m'as dit de laisser tomber parce que ça ne valait pas la peine de créer des drames familiaux. Le silence emplit la voiture. Les lampadaires projetaient des ombres mouvantes sur son visage, et je pouvais voir le moment exact où il a réalisé combien de fois il avait choisi ses parents plutôt que de protéger son propre enfant. Il y avait eu la fois où Vanessa avait dit à Mackenzie qu'elle avait de la chance qu'on l'invite à l'anniversaire de Felicity parce que normalement, il n'invitait que les enfants populaires. Le Noël où Gary avait dit que la décoration faite maison de Mackenzie n'était pas assez belle pour être accrochée à leur sapin, alors il l'avait jetée sous ses yeux. La chasse aux œufs de Pâques où Ruth avait caché tous les bons prix dans des endroits que seule Felicity pouvait atteindre, puis avait ri quand Mackenzie avait pleuré en ne trouvant que des œufs vides. Mon Dieu, la voix d'Owen se brisa. Comment n'ai-je pas vu ça? Tu l'as vu. Tu ne voulais juste pas croire que ta famille parfaite pouvait être aussi haineuse envers un enfant. Les bandages sur mon visage rendaient l'alimentation difficile, la parole douloureuse, le sommeil presque impossible. Mackenzie s'est glissée dans mon lit cette nuit-là, en faisant attention de ne pas toucher mes blessures. Maman, je suis désolée, a-t-elle murmuré. Tu n'as rien à te reprocher, mon bébé. Rien de tout cela n'est de ta faute. Mamie et tante Vanessa me détestent. Elles ne te détestent pas. Ce sont juste des gens brisés qui essaient de se sentir plus grands en rabaissant les autres. Mais nous n'allons pas les laisser gagner. Lundi matin, j'ai appelé le travail pour me mettre en arrêt maladie et je suis allée en ville pour rencontrer un avocat spécialisé en dommages corporels et en droit de la famille. Derek Patterson a écouté mon histoire en prenant des notes méticuleuses, son expression s'assombrissant à chaque détail que je partageais. Vous avez un excellent dossier pour agression. La documentation médicale, les photographies et les dépositions de votre mari et de votre fille seront convaincantes. Le fait qu'elle ait utilisé un fer chaud comme arme démontre la préméditation et l'intention de causer des blessures graves. Je veux plus que des accusations criminelles, lui ai-je dit. Je veux une ordonnance restrictive contre eux trois, Ruth, Gary et Vanessa. Je veux qu'ils comprennent qu'il y a de réelles conséquences à leurs actes. Nous pouvons demander une ordonnance de protection basée sur l'agression, le harcèlement continu et les abus émotionnels. Documentez tout à partir de maintenant. Conservez les SMS, les emails, les messages vocaux. Tenez un journal détaillé de toute tentative de contact ou de comportement menaçant. J'ai payé les honoraires avec mon fonds d'urgence. De l'argent que j'avais mis de côté pour exactement ce genre de crise, même si je n'aurais jamais imaginé que cela impliquerait une véritable agression de la part de ma belle famille. En sortant du bureau de Derek, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pendant des années, j'avais été la pacificatrice, celle qui avalait les insultes et forçait les sourires lors des réunions de famille. Je m'étais convaincue que maintenir l'harmonie valait les petites humiliations, les cruautés subtiles. Mais il n'y avait rien de petit dans ce qu'ils avaient fait à Mackenzie. Rien de subtil dans un fer chaud pressé contre mon visage. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer les jours suivants. Des numéros inconnus que je soupçonnais être Ruth ou Vanessa essayant de me joindre après que je les ai bloqués. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale. Les messages allaient de fausses excuses dégoulinantes d'hypocrisie à des menaces pures et simples sur ce qui arriverait si je continuais les poursuites judiciaires. Tu fais une énorme erreur, sifflait la voix de Ruth dans un enregistrement. Gary connaît des gens importants. Des avocats, des juges, des policiers. Tu penses que tu peux t'attaquer à cette famille et gagner? Tu n'es personne. Une hygiéniste dentaire qui s'est mariée au-dessus de sa condition et qui a oublié sa place. J'ai sauvegardé chaque message, les transférant à Derek quelques minutes après les avoir reçus. Chaque menace, chaque tentative d'intimidation ne faisait que renforcer mon dossier et ma détermination. Mercredi, 3 jours après l'agression, je suis retournée au travail.
Mes collègues ont eu le souffle coupé en voyant mon visage. Les bandages couvraient la plupart des dégâts, mais des ecchymoses s'étaient étendues sur ma joue gauche dans des tons de violet et de jaune. Ma supérieure, Angela, m'a immédiatement emmenée dans son bureau. Qu'est-ce qui s'est passé? Ses yeux étaient écarquillés d'inquiétude. Je lui ai tout raconté. Angela a écouté sans m'interrompre, son expression s'assombrissant à chaque détail. Quand j'ai eu fini, elle s'est adossée à sa chaise et a secoué la tête. J'ai rencontré votre belle-mère. Elle est venue pour un nettoyage l'année dernière, vous vous souvenez? Elle s'est plainte de tout, a fait pleurer notre réceptionniste et a essayé d'obtenir des services gratuits parce que son fils était marié à l'une de nos employées. J'avais oublié cet incident. Ruth avait été si horrible qu'Angela lui avait personnellement demandé de ne plus revenir au cabinet. Prenez le reste de la semaine, payé, a dit fermement Angela. Vous devez vous concentrer sur votre guérison et sur les affaires juridiques. On se débrouillera sans vous pendant quelques jours. Cette gentillesse a failli briser le mur que j'avais érigé autour de mes émotions. Je l'ai remercié et je suis partie avant que les larmes ne puissent couler. À la maison, Mackenzie faisait des cauchemars. Elle se réveillait en hurlant à propos de feu et de gens qui faisaient du mal à sa maman. Owen restait assis avec elle pendant des heures certaines nuits, lisant des histoires et chantant des berceuses jusqu'à ce qu'elle se rendorme. La culpabilité sur son visage était presque douloureuse à voir. Jeudi matin, on a frappé à notre porte. Un huissier a remis à Owen des papiers l'informant que ses parents nous poursuivaient pour obtenir des droits de visite, prétendant que nous les aliénions de leur petite fille sans justification. L'audace était à couper le souffle. Ils avaient littéralement volé et abusé verbalement de Mackenzie. L'un d'eux m'avait agressé avec une arme, et maintenant ils se positionnaient en victime injustement privée de leur petite fille bien-aimée. Derek m'a assuré que le procès était sans fondement et serait probablement rejeté, surtout compte tenu de l'ordonnance restrictive et des accusations criminelles en cours. Mais cela montrait jusqu'où Ruth et Gary étaient prêts à aller pour maintenir le contrôle et éviter toute responsabilité. Vendredi après-midi, en organisant ma documentation, j'ai trouvé un vieil album photo que j'avais oublié. Des photos de notre mariage il y a 8 ans, des images de temps plus heureux, ou du moins de temps où je croyais que nous étions heureux. Il y avait Ruth dans sa coûteuse robe de mère du marié, souriant pour la caméra alors que je pouvais maintenant voir la froideur dans ses yeux. Vanessa en demoiselle d'honneur, se tenant légèrement à l'écart de mes amis comme si leur proximité pouvait la contaminer. J'ai tourné les pages montrant Mackenzie bébé, des photos de sa petite enfance, des fêtes d'anniversaire. Sur chaque photo incluant la famille d'Owen, je pouvais maintenant voir ce que j'avais manqué auparavant. La façon dont Ruth tenait Mackenzie à bout de bras, comme si la distance physique pouvait la protéger de toute déficience qu'elle croyait que mes gènes portaient. Les sourires forcés qui n'atteignaient jamais les yeux de Gary. Le dédain à peine dissimulé de Vanessa chaque fois qu'elle devait interagir avec notre fille. Comment avais-je pu normaliser cela si longtemps? Comment m'étais-je convaincu que leur traitement était acceptable? Que maintenir la paix avec ces gens valait les dommages causés à l'estime de soi de mon enfant? Qu'est-ce que tu regardes? Demanda Owen, me trouvant par terre entouré de photographies. La vérité que j'ai passé 8 ans à ignorer. J'ai brandi une photo du 3e anniversaire de Mackenzie. Elle tendait la main vers le gâteau que Ruth avait apporté, un petit cupcake acheté en magasin comparé à l'élaboré gâteau de princesse à 3 étages que Felicity avait reçu pour son anniversaire le mois précédent. Ta mère n'a même pas pris la peine de les traiter de la même manière pour leurs anniversaires. Owen s'assit à côté de moi, ramassant une autre photo. Je me souviens de ce jour. Maman a dit qu'elle n'avait pas eu le temps de commander un gâteau sophistiqué parce qu'elle était trop occupée avec ses œuvres de charité, mais elle a eu le temps d'en commander un pour Felicity. Oui. Il posa doucement la photo. Je le vois maintenant. Tout. Et je me déteste de ne pas l'avoir vu plus tôt. Te détester n'aide pas Mackenzie. Faire mieux à l'avenir, oui. Nous nous sommes assis ensemble dans les décombres de vieux souvenirs, triant des années d'abus subtils que j'avais documentés sans même m'en rendre compte. Chaque photographie racontait une histoire de favoritisme, de négligence et de cruauté calculée déguisée en amour familial. La police a arrêté Vanessa 2 jours plus tard chez elle.
La photo d'identité judiciaire a fait les gros titres locaux, car Todd travaillait pour un cabinet d'avocats de premier plan en ville. Ruth a engagé l'avocat pénaliste le plus cher de la ville, un requin nommé Malcolm Pritchard, spécialisé dans l'obtention de peines réduites pour les clients fortunés. Mais les preuves étaient accablantes. Les photographies de mon visage brûlé, l'historique documenté des abus verbaux envers Mackenzie, le témoignage de 3 témoins, dont Owen, qui a finalement trouvé du courage lorsqu'il a été interrogé sous serment. Les parents d'Owen l'ont menacé de le déshériter s'il témoignait contre sa sœur. Il se tenait dans notre chambre, déchiré entre la famille qu'il avait élevée et la famille qu'il avait créée. « Que veux-tu que je fasse ?» demanda-t-il, l'air perdu et effrayé. « Je veux que tu dises la vérité. Je veux que tu protèges ta fille de gens qui la traitent littéralement de moche en face. Je veux que tu sois l'homme que je pensais avoir épousé au lieu d'un lâche qui laisse sa mère jeter les vêtements d'un enfant comme des ordures. » Il a tressailli à ces mots durs mais n'a pas argumenté. La vérité avait des dents, et parfois les dents étaient nécessaires pour mordre à travers les couches de déni et de complaisance. L'ordonnance restrictive a été accordée 10 jours après l'agression. Il était interdit à Ruth, Gary et Vanessa de s'approcher à moins de 150 mètres de Mackenzie, de moi ou de notre maison. Il leur était interdit de nous contacter directement ou par l'intermédiaire de tiers. Toute violation entraînerait une arrestation immédiate, bien que cela n'empêcherait pas Ruth d'essayer. Le jour où nous avons reçu la confirmation de l'ordonnance restrictive, j'ai emmené Mackenzie manger une glace. Elle avait besoin de voir que la vie pouvait encore offrir des joies simples, que le monde n'était pas entièrement composé de gens qui vous blessent. « Maman, ça veut dire que mamie ne peut plus me traiter de moche ?» demanda-t-elle, de la glace au chocolat étalée sur son menton. « Elle ne peut plus te parler du tout, mon bébé. Et si elle essaie, la police s'assurera qu'elle arrête. » Bien. Mackenzie a pris une autre bouchée de son cornet. Je ne crois pas que je veuille d'une grand-mère qui est méchante, de toute façon. Mon ami Taylor dit que sa grand-mère fait des biscuits et lui apprend à tricoter. C'est comme ça que les grand-mères sont censées être. Tu as raison. C'est comme ça qu'elles sont censées être. Est-ce que ta grand-mère faisait des biscuits? J'ai pensé à ma propre grand-mère, décédée quand j'avais 12 ans. Elle faisait les meilleurs biscuits à l'avoine et aux raisins secs du monde. Et elle ne m'a jamais fait sentir que je n'étais pas assez bien, exactement comme j'étais. J'aurais aimé la connaître. Moi aussi, ma chérie. Moi aussi. Nous avons fini nos glaces dans un silence confortable, regardant d'autres familles aller et venir dans la boutique. Une grand-mère est passée en tenant la main d'une petite fille de l'âge de Mackenzie. Toutes deux riaient d'une blague partagée. Ma fille les a regardées avec une expression qui m'a brisé le cœur, un mélange de désir et d'acceptation de ce qu'elle n'aurait jamais avec Ruth. Ce soir-là, le frère d'Owen a appelé. Garrett vivait en Californie et avait toujours gardé ses distances avec les drames familiaux, construisant une carrière réussie dans la technologie et ne rendant visite que rarement plus d'une fois par an. Sa voix au téléphone semblait tendue. « Maman m'a appelé », dit-il après de brèves salutations. Elle raconte à tout le monde que tu as attaqué Vanessa et que tu inventes des mensonges sur toute la famille pour te couvrir. A-t-elle mentionné les brûlures au second degré sur mon visage ou les dossiers médicaux documentant l'endroit où Vanessa a pressé un fer chaud contre ma bouche? Silence à l'autre bout du fil. Puis, doucement, elle a dit que tu t'étais accidentellement brûlé et que tu avais rejeté la faute sur Vanessa par dépit. Ta sœur m'a agressé avec une arme devant 4 témoins, dont ton frère et ma fille de 7 ans. La police a des photographies, une documentation médicale et des dépositions de témoins. Ce n'est pas une question de « sa parole contre la mienne ». C'est un fait documenté. Plus de silence. Finalement, Garrett soupira. « Je te crois. Maman a raconté des histoires toute ma vie, réécrivant l'histoire pour se donner le beau rôle. J'ai déménagé à l'autre bout du pays en partie pour m'éloigner de ça. Alors pourquoi appelles-tu? Pour te prévenir. Elle ne va pas laisser tomber tranquillement. Elle parle déjà à tout son cercle social, te dépeignant comme ce monstre vindicatif qui détruit la famille. Elle est douée pour jouer la victime. Et elle a beaucoup de gens qui la croiront sans poser de questions. Laissez-les la croire. Les tribunaux verront la vérité. Sois juste prudente.
Quand des gens comme maman sont acculés, ils deviennent dangereux. Je l'ai remercié pour l'avertissement et j'ai raccroché. Owen avait écouté depuis l'embrasure de la porte de la cuisine, le visage pâle. Gareth a raison, dit-il. Ma mère mettra le feu à tout plutôt que d'admettre qu'elle a eu tort. Alors nous renaîtrons de nos cendres. Nous avons déjà survécu au pire qu'elle pouvait faire. Ruth a perdu la tête quand elle a reçu les papiers. Elle s'est présentée chez nous en hurlant que j'avais monté son fils contre sa propre famille, que j'étais une sorcière vengeresse qui détruisait leur vie à cause d'un accident. La police l'a arrêtée pour violation de l'ordonnance restrictive dans les 6 heures suivant sa réception. Elle a passé la nuit en prison, et Gary a dû payer la caution le matin. Le procès pénal de Vanessa était prévu pour 6 mois plus tard, mais les rouages de la justice étaient déjà en marche. Pendant ce temps, j'avais d'autres plans en cours. Le procès pénal de Vanessa a duré 3 jours lorsqu'il a finalement eu lieu 6 mois après l'agression. Malcolm Pritchard, son avocat coûteux, a essayé de me dépeindre comme instable, quelqu'un avec une vendetta contre les femmes qui réussissent, quelqu'un qui avait provoqué l'attaque par un manque de respect constant et des violations de limites. Le procureur a démoli ce récit avec des photographies, des dossiers médicaux et le témoignage du thérapeute de Mackenzie sur les abus émotionnels que ma fille avait subis. Témoigner à la barre a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Pritchard était habile, posant des questions conçues pour me faire paraître mesquine et vengeresse. Il a évoqué chaque dispute familiale, chaque désaccord, essayant d'établir un schéma de conflit. N'est-il pas vrai que vous avez toujours été jalouse du succès de Madame Caldwell, demanda-t-il en arpentant la salle devant les jurés. Non, ce n'est pas vrai. Mais vous en vouliez à sa richesse, n'est-ce pas? Sa belle maison, son entreprise prospère, les avantages qu'elle pouvait offrir à sa fille. J'en voulais à la façon dont elle traitait mon enfant comme si elle ne valait rien. Son argent n'avait rien à voir avec ça. Vous avez admis être en colère le soir de l'agression présumée. Assez en colère pour faire une scène lors d'un dîner de famille. J'étais en colère que ma fille de 7 ans soit forcée de regarder sa cousine porter des vêtements qui lui avaient été volés. Oui, j'étais en colère à ce sujet. Assez en colère pour saisir le faire vous-même et fabriquer toute cette histoire? Le procureur a objecté avant que je puisse répondre, mais l'insinuation flottait dans l'air. La défense suggérait en fait que je m'étais brûlée pour piéger Vanessa. L'absurdité aurait été risible si elle n'avait pas été si insultante. Quand le procureur m'a interrogée, elle m'a laissé raconter l'histoire avec mes propres mots. J'ai décrit l'excitation de Mackenzie pour ses nouveaux vêtements, la cruauté désinvolte de Ruth les jetant, le cœur brisé de ma fille en les voyant sur Felicity. J'ai expliqué ma confrontation avec Vanessa et le moment où elle a saisi le fer. Vous êtes-vous défendu? A demandé le procureur. Je n'ai pas eu le temps. C'est arrivé si vite. Une seconde, j'étais là, et la seconde d'après, il y avait une douleur brûlante et je ne voyais plus clair. Qu'avez-vous pensé à ce moment-là? J'ai pensé que j'allais mourir, qu'elle m'avait vraiment tué devant ma fille, et que ce serait le dernier souvenir de Mackenzie de moi. Plusieurs jurés semblaient visiblement affectés. Une femme au premier rang essuyait des larmes de ses yeux. Mackenzie n'a pas eu à témoigner, heureusement. Sa déclaration enregistrée avec un défenseur des enfants a été diffusée au jury. Entendre la petite voix de ma fille décrire ce dont elle avait été témoin, la peur, la confusion et la douleur, a presque détruit mon sang-froid. Owen était assis dans le public, des larmes coulant sur son visage alors qu'il écoutait notre enfant raconter la pire nuit de sa jeune vie. La défense a appelé Ruth comme témoin de moralité pour Vanessa. Elle a pris la barre vêtue d'un tailleur bleu marine conservateur, les cheveux parfaitement coiffés, jouant le rôle de la mère inquiète. Ma fille ne ferait jamais une chose pareille, a témoigné Ruth. Elle subit un stress énorme avec son entreprise, et cette femme lui rend la vie difficile depuis des années. Comment a-t-elle rendu la vie de votre fille difficile? Demanda Pritchard. Des drames constants. Toujours prétendre que nous traitons sa fille injustement alors que nous n'avons montré à cet enfant que de l'amour. Elle a monté mon fils contre sa propre famille, l'a isolé des gens qui tiennent le plus à lui. Cette accusation d'agression n'est qu'une autre manipulation. Le contre-interrogatoire du procureur fut chirurgical. Madame Patterson,
vous souvenez-vous d'avoir traité votre petite fille de moche le soir du 12 août? Je n'ai jamais dit une telle chose. Vous n'avez pas dit, et je cite, ce n'est pas pour une fille moche en jetant les vêtements de votre petite fille à la poubelle? C'est sorti de son contexte. Je parlais de la qualité des vêtements, pas de l'enfant. Alors, vous avez bien jeté les vêtements de votre petite fille à la poubelle? Le sang-froid de Ruth s'est légèrement fissuré. Ils étaient inappropriés. Trop matures pour un enfant de son âge. La robe lavande avec des fleurs était trop mature pour une fillette de 7 ans. Je prenais une décision parentale que sa mère n'est apparemment pas capable de prendre. Madame Patterson, vous n'êtes pas la parente de Mackenzie, n'est-ce pas? Non. Mais quelqu'un doit donner des conseils quand? Oui ou non, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas sa parente. Non. Et vous avez déjà violé l'ordonnance restrictive qui interdit tout contact avec un enfant que vous prétendez tant aimer, n'est-ce pas? Cette ordonnance restrictive est injuste. J'ai des droits en tant que grand-mère. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. L'avez-vous violé en vous présentant chez eux et en criant des menaces? Le visage de Ruth devint rouge. Je voulais parler à mon fils. Point en violant une ordonnance du tribunal et en vous faisant arrêter? Pritchard a objecté, mais le mal était fait. Ruth a quitté la barre des témoins l'air furieux. Son image soigneusement construite de grand-mère inquiète était complètement démantelée. Le jury a délibéré pendant 4 heures. Coupable d'agression avec une arme mortelle causant des lésions corporelles graves. Le juge a condamné Vanessa à 3 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 18 mois. Pritchard a immédiatement fait appel, mais Vanessa a été placée en détention le jour même. Elle a également reçu une ordonnance restrictive permanente lui interdisant tout contact avec Mackenzie ou moi pendant 10 ans. Todd a demandé le divorce 6 semaines plus tard. Apparemment, être marié à une criminelle condamnée qui avait attaqué un membre de sa famille avec un fer chaud n'était pas l'image qu'il souhaitait pour sa carrière juridique. Felicity est allée vivre avec les parents de Todd pendant la bataille pour la garde, et Vanessa a perdu la garde principale pendant qu'elle purgeait sa peine. Mais la lettre dont j'ai parlé, celle qui est arrivée 2 semaines après l'agression, avant même que la date du procès ne soit fixée, avant que la condamnation de Vanessa ne fasse la une des journaux. J'avais été occupée pendant ces 14 jours, au-delà de mes rencontres avec des avocats et du dépôt de plainte. J'avais aussi contacté l'IRS, le fisc américain. Au fil des années de dîners de famille et de fêtes, Ruth avait été remarquablement indiscrète sur certaines questions financières après quelques verres de vin. Elle se vantait des propriétés locatives que Gary possédait, gérées par des paiements en espèces. Pas de déclaration d'impôts fastidieuse requise. Elle riait de la façon dont Vanessa utilisait les comptes de son entreprise pour déduire des dépenses personnelles, des vacances déguisées en voyage d'affaires, le SUV entier déclaré comme véhicule de société bien qu'il soit utilisé exclusivement pour des courses personnelles. J'avais pris des notes pendant des années, archivant des commentaires et des détails dans un coin de ma tête. Maintenant, j'ai tout compilé dans un rapport détaillé avec des dates, des adresses de propriété et des noms d'entreprise. Je l'ai soumis anonymement par le biais du programme de dénonciation de l'IRS. La lettre qui est arrivée 2 semaines plus tard provenait de l'Internal Revenue Service, informant Gary et Ruth que leur déclaration de revenus des 7 dernières années faisait l'objet d'un contrôle fiscal. Une deuxième lettre est arrivée à l'adresse professionnelle de Vanessa le même jour. Ruth a appelé Owen depuis un numéro que je ne reconnaissais pas, hystérique et hurlant à propos du contrôle, exigeant de savoir si j'y étais pour quelque chose. Owen, honnêtement, ne le savait pas, car j'avais gardé ce complot de vengeance pour moi. L'ordonnance restrictive empêchait tout contact direct, mais elle a laissé un message vocal qui a ensuite été utilisé comme preuve de harcèlement continu. L'enquête de l'IRS a découvert exactement ce que j'avais signalé, et plus encore. Des revenus locatifs non déclarés totalisant plus de 400 000 $ sur 7 ans. Évasion fiscale par le biais de déductions frauduleuses. Fausse déduction professionnelle dépassant 150 000 $. L'entreprise de Vanessa a fait face à des conclusions similaires, avec la complication supplémentaire qu'elle avait falsifié des factures et gonflé les dépenses pour justifier les déductions. Les pénalités financières furent dévastatrices. Gary et Ruth devaient des arriérés d'impôts,
plus des pénalités totalisant près de 200 000 $. L'entreprise de Vanessa a complètement fait faillite sous le poids des amendes et des arriérés d'impôts. Ils ont dû vendre 2 de leurs propriétés locatives juste pour couvrir les premiers paiements. La belle maison coloniale où Ruth avait jeté les vêtements de ma fille a été mise sur le marché dans les 6 mois. Ils ont déménagé dans une modeste maison de plain-pied dans un quartier de classe moyenne, le même genre de quartier pour lequel ils avaient toujours méprisé les gens comme moi. Vanessa est sortie de prison pour se retrouver divorcée, partiellement éloignée de sa fille, sans abri et en faillite. Elle a emménagé avec ses parents dans leur situation réduite. Tous les 3 entassés dans un espace qui les aurait horrifiés 2 ans plus tôt. Owen et moi avons suivi une thérapie de couple. Il avait enfin reconnu à quel point l'influence de sa famille avait été toxique, comment il avait permis leurs abus en gardant le silence et en choisissant la voie de la moindre résistance. Le travail était dur, douloureux, et parfois je n'étais pas sûr que nous y arriverions. Mais il s'est présenté, a fait le travail, et a lentement reconstruit la confiance qu'il avait brisée. Mackenzie a également vu un thérapeute spécialisé dans les traumatismes infantiles. Les séances l'ont aidé à comprendre que la cruauté qu'elle avait subie en disait long sur sa grand-mère et sa tante, et rien sur sa valeur ou sa beauté. Nous avons remplacé les vêtements qui avaient été volés, et je l'ai laissé choisir tout ce qu'elle voulait, dans la limite du raisonnable. La joie sur son visage lorsqu'elle portait la nouvelle robe lavande qu'elle avait choisie a fait sourire ma bouche cicatrisée malgré la raideur des tissus brûlés. Les cicatrices sur mon visage se sont un peu estompées avec le temps, même si je porterai toujours les marques de ce que Vanessa avait fait. Parfois, les gens me regardaient fixement ou posaient des questions. Je leur disais la vérité sans honte ni hésitation. J'ai été agressée par ma belle-sœur avec un fer chaud parce que j'ai osé tenir tête à ma belle-famille abusive. Ruth a tenté de prendre contact par le biais de connaissances communes à plusieurs reprises, prétendant vouloir s'excuser et se réconcilier. Chaque tentative violait l'ordonnance restrictive en utilisant des intermédiaires et entraînait de nouvelles conséquences juridiques. Elle semblait véritablement incapable de comprendre que les actions avaient des conséquences, que brûler les ponts vous laissait parfois bloquer du mauvais côté de la rivière. 3 ans après ce terrible dîner du samedi, Mackenzie est rentrée de l'école, excitée par un projet artistique. Elle avait dessiné une image de notre famille, juste nous 3, debout devant notre maison avec notre chien Biscuit. Le soleil brillait d'un jaune vif dans le coin, des fleurs s'épanouissaient dans des jardins de crayons de couleur, et tout le monde souriait. « Où sont papy et mamie ?» demanda Owen, remarquant l'absence. Mackenzie haussa les épaules. « Ils ne font plus vraiment partie de notre famille. La famille, ça ne te fait pas de mal exprès pour ensuite agir comme si tu avais tort d'être triste. » De la bouche des enfants de 10 ans sortait une sagesse que certains adultes passent leur vie à éviter. Les yeux d'Owen se remplirent de larmes et il serra notre fille dans ses bras. Parfois, les gens me demandent si je regrette la dureté avec laquelle j'ai poursuivi ma belle famille, si la vengeance valait la rupture familiale permanente et les cicatrices que je porte à jamais. Je pense à Mackenzie ce jour-là, pleurant pour des vêtements qui auraient dû être les siens, écoutant sa grand-mère la traiter de moche, regardant les adultes qui auraient dû la protéger soit participer à la cruauté, soit rester silencieux. Puis je me souviens de la chaleur du fer contre ma peau, des yeux remplis de rage de Vanessa, et de l'absence totale de remords de leur part à ce moment-là. Je me souviens des années de piques subtiles et d'insultes moins subtiles, de voir la confiance de ma fille s'éroder sous une critique constante, d'être rabaissée parce que je ne venais pas d'un milieu aisé ou que je ne correspondais pas à leur définition étroite de ce qui était acceptable. Non, je ne le regrette pas du tout. Ils me croyaient faible parce que j'ai toléré leurs abus si longtemps. Ils ont confondu la patience avec l'impuissance, le silence avec la stupidité. Ils croyaient que leur argent et leur statut social les rendaient intouchables, qu'ils pouvaient blesser un enfant sans conséquence parce qu'ils avaient toujours agi sans conséquence auparavant. Je leur ai appris une leçon différente, non pas avec des cris, des pleurs ou en les suppliant de voir mon humanité, mais avec de la documentation, des actions en justice et leurs propres paroles arrogantes utilisées contre eux devant les tribunaux. La meilleure vengeance n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle arrive dans une simple enveloppe de l'IRS, dans des documents judiciaires qui ne peuvent être ignorés, dans la satisfaction tranquille de voir des brutes affronter enfin les conséquences qu'elles ont passé leur vie à éviter. Mackenzie est maintenant confiante,
elle s'épanouit au collège, entourée de vrais amis qui la soutiennent au lieu de la rabaisser. Elle sait que sa valeur n'est pas déterminée par l'opinion de personnes cruelles. Elle sait que se défendre n'est pas mal, même lorsque les personnes qui vous blessent font partie de votre famille. Owen a appris que les liens du sang n'excusent pas les abus, qu'être un bon fils signifie parfois être un meilleur père et mari. Il a coupé tout contact avec ses parents après la 3e violation de l'ordonnance restrictive par Ruth, nous choisissant nous, plutôt qu'eux, sans hésitation. Quant à Ruth, Gary et Vanessa, ils vivent entassés dans l'amertume et des conditions réduites, me blâmant pour des conséquences qu'ils se sont eux-mêmes infligées. Parfois, je passe en voiture devant leur nouveau quartier en allant au match de football de Mackenzie. Les maisons sont plus petites, les voitures plus vieilles, les jardins moins impeccables que la vie qu'ils connaissaient. Je ne ressens pas de pitié. Je ressens la paix. Parce que chaque fois que je vois Mackenzie rire librement, danser sans gêne ou défendre un ami harcelé, je sais que j'ai fait le bon choix. Je lui ai montré qu'on n'a pas à accepter les abus de qui que ce soit, qu'on peut se défendre légalement et efficacement, que la justice prend parfois du temps mais qu'elle vaut la peine d'être poursuivie. Les cicatrices sur mon visage ne sont pas le rappel de mon statut de victime, mais celui de ma survie, du moment où j'ai cessé d'accepter la cruauté comme le prix à payer pour la paix, du jour où j'ai choisi le bien-être de ma fille plutôt que des dynamiques familiales toxiques. Ils ont failli s'évanouir en recevant cette lettre de l'IRS. Mais je ne m'étais pas évanouie quand Vanessa a pressé du métal brûlant sur ma chair. Je me suis relevée, je me suis battue, et j'ai gagné. C'est ce que je veux que ma fille retienne. Pas la douleur, pas la cruauté, mais la force de se battre quand quelqu'un essaie de vous briser. Ils ont jeté des vêtements qui appartenaient à un enfant. J'ai jeté ma tolérance pour les abus. Et je referai ce choix chaque jour.